recherche, jusqu'à présent, elle travaillait prioritairement sur l'articulation au sein de cette devise républicaine entre liberté, égalité, fraternité. Et pour essayer de comprendre pourquoi, malgré les proclamations d'adhésion au principe, en particulier d'égalité, au principe républicain en particulier d'égalité, on en était encore à faire un constat de la reproduction des inégalités. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cet angle mort un peu sur que veut dire le troisième terme de la devise. Le troisième terme de la devise, il est central parce qu'il dit le qui légitime du politique, c'est-à-dire à qui on a appliqué légitimement les principes de liberté et d'égalité. Si c'était liberté, égalité, sororité, notre devise, on n'aurait pas besoin de beaucoup expliciter le fait que ceux qui ne sont pas reconnus comme des sœurs sont exclus de l'application de ces principes. Alors qu'avec le terme de fraternité, on peut avoir l'impression, et ça montre bien notre socialisation à la prétendue neutralité universaliste et républicaine, que ça inclut tous les groupes et tous les individus. Historiquement, ça n'a pas été le cas. Je vous ai parlé de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité par une ordonnance en 1944 suite à la mobilisation des féministes. Voilà. On sait aussi qu'on a justifié la colonisation et l'accaparement des ressources et soi-disant le processus civilisationnel avec des arguments qui étaient aussi des arguments d'infériorité de certaines populations par rapport à d'autres. Donc le fameux principe d'égalité n'était absolument pas incompatible avec l'exclusion de la communauté des égaux de certains groupes que l'on renvoyait à une incapacité d'être des êtres de raison. Donc moi j'ai travaillé sur comment aujourd'hui celles et ceux qui historiquement ont été des non-frères, c'est-à-dire ont été exclus de l'application des principes de liberté et d'égalité, sont inclus dans la communauté des égaux. Et donc j'ai travaillé sur les principes de justification de la parité pour les femmes, l'inclusion des femmes dans les instances décisionnelles, économiques et politiques, et la diversité, la promotion de la diversité, qui touche plutôt l'inclusion des personnes qu'on dit issues de la diversité, c'est-à-dire plutôt avec une dimension ethnoculturelle, voire renvoyant aux anciennes populations colonisées. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on incluait les non-frères pour les mêmes raisons qu'on les avait exclus, c'est-à-dire en tant que singuliers et non pas en tant que pairs, en tant qu'égaux, au sens de reconnus comme des égaux politiques, des similaires politiques. On le justifiait en disant qu'ils allaient apporter autre chose, c'est-à-dire que leur moins-value inaugurale était transformée en plus-value. C'est ce que j'appelle l'égalité sous condition. Donc c'est le titre d'un de mes ouvrages d'ailleurs, sous condition de performance de la différence. Performance au sens où il faut montrer que c'est rentable, en termes de cohésion sociale, en termes économiques, en termes politiques. Et performance aussi au sens de théâtralisation. Il faut théâtraliser son identité. Il faut faire de la politique autrement quand on est une femme, en tant que. Il faut faire du management au féminin. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui dans ma dernière recherche, là j'ai travaillé sur la manière dont ces conditions d'impossibilité de l'égalité, tant qu'on reste sur un logiciel qui est celui de la complémentarité et non pas du fait de reconnaître l'autre comme un semblable politiquement, comme un pair, pour reprendre Nancy Fraser. Ce qui m'intéressait, c'est de voir les conditions plus de possibilité, après avoir travaillé sur les conditions d'impossibilité, et en particulier la manière dont celles et ceux qui se mobilisent contre les injustices portent un nouveau type de positionnement vis-à-vis justement du rapport à l'émancipation et au vivre ensemble. Ce que je souhaitais comprendre, c'est comment ce que l'on associe plutôt à une division des mobilisations. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qui a d'ailleurs est devenue encore plus aiguë aujourd'hui, que les mobilisations qui sont perçues comme légitimes contre les inégalités, c'est les mobilisations contre les inégalités économiques et sociales. Ça ne fait pas débat, ce n'est pas vu comme un danger pour la République. Par contre, les mobilisations qui dénoncent l'incapacité de la République à appliquer le principe d'égalité pour des personnes parce qu'elles font partie de groupes, soit du fait de leur sexe, soit du fait de leur couleur de peau, qui ont été associés historiquement à des minorités sociales, là c'est perçu comme un danger pour la République et comme quelque chose de segmenté, où chacun défendrait ses intérêts. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment il y avait ou pas convergence des luttes entre les féministes, les antiracistes, mais aussi les écologistes qui dénoncent aussi une réappropriation des ressources. Et il y a une imbrication entre, par exemple, l'écoféminisme qui dit qu'il y a une continuité entre l'appropriation
des ressources naturelles et le corps des femmes, mais aussi le féminisme décolonial qui associe l'appropriation à la fois des corps, des individus et des territoires. Donc ça m'intéressait d'analyser en fait cette convergence ou pas pour porter un autre type de modèle. Donc c'est pour ça que j'ai fait 130 entretiens de responsables d'associations et d'activistes féministes, au pluriel bien sûr, antiracistes, écologistes, de lutte contre la pauvreté et la justice sociale. Ça m'intéressait de voir comment ça s'articulait avec cette dimension-là. Et puis aussi antispécistes, parce que je trouvais ça intéressant de voir comment une domination qui est peut-être une domination encore un peu en angle mort, mais qui émerge, c'est cette question de la domination posée par l'espèce humaine elle-même. Et j'ai fait les entretiens entre juillet 2019 et août 2020, c'est tombé pendant la pandémie, c'est-à-dire que j'ai commencé mes entretiens, il y avait déjà à travers en particulier le mouvement des Gilets jaunes, mais avant Nuit debout, Extinction Rébellion, enfin plein d'autres mouvements, cette idée qu'il y avait un lien, Alternatiba ou d'autres, entre fin du mois et fin du monde. Donc vraiment justice sociale, justice écologique. Et ensuite, avec la pandémie, il y a eu une prise de conscience encore plus aiguë qu'il y avait une interdépendance à la fois des dominations, mais aussi des émancipations, et puis du fait que ce qui était posé comme pragmatique, la croissance illimitée, le fait d'avoir un modèle qui était un modèle justement d'accaparement des ressources, était en réalité un système qui nous faisait courir à notre extinction. Et donc comment on devait repenser notre rapport au vivant plus largement et à cette position de surplan de l'humain sur les autres espèces animales, mais aussi plus largement sur le vivant. Donc cette enquête, elle avait pour but de comprendre ce qui pouvait faire convergence des luttes, qu'est-ce qui était en jeu. J'avais comme hypothèse que l'adhésion au principe d'égalité pouvait faire convergence des luttes. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un logiciel daté et que, en fait, ce terme même de convergence des luttes, il était plutôt porté par les partis politiques et les syndicats et qu'il était rejeté par les responsables d'associations ou les activistes comme un modèle trop hégémonique et très marqué historiquement, en particulier avec le XXe siècle, par la hiérarchie des luttes, le fait qu'il y avait une lutte qui prenait le pas sur les autres luttes, avec cette idée de lutte première, lutte principale, lutte des classes, lutte des sexes en particulier, mais pas seulement, et que donc l'horizon, il n'était pas celui-là, et que le principe d'égalité était aussi un mot blessé, pour reprendre Daniel Ben Saïd, un mot blessé du XXe siècle, et qu'il était plutôt perçu comme peut-être trop réformiste, comme ayant perdu son pouvoir émancipateur, même si certains et certaines le défendent comme un principe de non-domination qu'il faut se réapproprier, mais que donc la démarche, elle était plutôt dans la dénonciation des injustices par les premiers concernés eux-mêmes, donc cette réhabilitation des premiers concernés en articulation avec les alliés, et le fait que dans les différentes mobilisations, il y avait une nécessité à la fois de se rendre compte qu'il y avait un ennemi commun, donc le capitalisme, le néolibéralisme, qui était à la fois raciste, sexiste et écocidaire, et que dans l'horizon commun, ce qui allait pouvoir être possible, ça allait être plutôt des alliances, des synergies, des confluences, dans le respect de la démarche un peu spécifique de chacun par rapport à leur spécificité d'expérience, et qu'il y a plutôt une promotion de la diversité tactique, c'est-à-dire il n'y a pas cette idée qu'il y aurait une manière pure ou authentique de s'émanciper, mais qu'en fonction de là où l'on parle, du parcours, des priorités que l'on va avoir, on va plutôt être dans le plaidoyer, plutôt dans les recours en justice, plutôt dans la désobéissance civile violente ou non violente, ou dans la remise en cause de la frontière violence-non-violence, et que même association peut faire tout ensemble, par exemple L214, voilà, où les associations peuvent se spécialiser, mais qu'il y a vraiment un respect de cette diversité-là des tactiques. Moi, si cet ouvrage s'appelle Radical et fluide, c'est parce que l'un des points transversals, c'est cette réhabilitation d'une radicalité politique au sens de nécessité de faire un diagnostic qui soit un diagnostic sur les causes des inégalités pour pouvoir agir efficacement. Donc c'est vraiment une dimension aussi assez pragmatique, c'est-à-dire que les réformes ont montré leurs limites et le fait d'associer uniquement les inégalités ou les injustices à des positionnements
inadaptée de certains individus ne permet pas de comprendre la profondeur hein, de ces inégalités. Et donc il y a vraiment cette idée de revenir aux causes, d'avoir une rupture vis-à-vis de la société existante, en tout cas de son héritage, et de réfléchir sur les modalités les plus adaptées pour pouvoir penser et vivre autrement. Et là-dessus, c'est là où il y a la fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre établi, il n'y a pas cette volonté de faire un grand soir. On m'a dit il n'y aura pas de grand soir, on ne va pas tous se mettre autour de la même table, féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et pour la justice sociale, en se disant bon allez on fait un programme commun et on va mettre ça en place. Ça serait vécu comme ne correspondant pas à ce processus d'émancipation. Mais il y a une volonté de respecter donc la diversité tactique et puis cette idée de faire des utopies concrètes, préfiguratives ou pas d'un système global. Donc là, quelque chose qui est un peu en suspens sur le fait d'être dans une logique où on porte des cohérences qui cohabitent ou alors on modifie le système dans son intégralité. Mais il y a une métaphore qui est assez intéressante de dire on fera des jardins partagés. Donc il y a cette idée que le commun ne va pas se décréter, il va se construire ensemble, il va se faire. C'est un faire en commun. Donc je trouve que cette recherche montre la complexité des positionnements, montre aussi que ce n'est pas du tout un refus des principes républicains, c'est au contraire un attachement profond aux principes en particulier de liberté, d'égalité et de fraternité entendus comme solidarité, mais une prise au sérieux des conceptions de la justice qui sont portées par ces principes et de la nécessité d'être à la hauteur de ces principes-là et de se donner les moyens de les mettre en œuvre. Donc les attaques en wokisme ou en anti-républicanisme ne correspondent pas à ce que portent ces féministes, ces antiracistes, ces écologistes ou ceux qui luttent pour la justice sociale. Et cette dimension aussi que chacun porterait ses petits intérêts individuels de groupe, ça ne correspond pas non plus et qu'on a cette logique de dépolitisation parce qu'on le voit très bien à MeToo. Il y a cette idée que ça passe par les épreuves existentielles, par l'expérience individuelle, mais qui est d'emblée perçue et compris dans une perspective politique. Qu'est-ce que dit MeToo par exemple? MeToo, c'est ce que j'ai pu vivre en termes de violence dans mon histoire personnelle, je l'analyse et je le dénonce à l'aune de ce que ça dit d'un système patriarcal, d'un système violent envers les femmes perçues comme des femmes dans une société qui est une société sexiste. Donc le politique, il est toujours là, c'est-à-dire qu'il est vécu à travers les expériences individuelles, mais replacé dans une perspective qui est une perspective éminemment collective et politique, et pour pouvoir ensuite le porter collectivement. Donc cette idée de segmentation, d'individualisation, elle ne correspond pas à la réalité. Et il est vrai, une complexité à avoir sur comment est-ce qu'on fait commun. C'est-à-dire qu'il y a une lucidité aussi du fait de ne pas vouloir reproduire des hiérarchies ou des hégémonies et veiller à ce que ça ne soit pas toujours les groupes les plus vulnérables ou les sujets qui sont perçus comme les plus marginaux qui ne soient pas traités. C'est pour ça que je dis que c'est radical et fluide, hein, c'est dans le processus, mais c'est un processus qui est avant tout un processus de cohérence vis-à-vis de principes exigeants qui ont montré malheureusement dans le passé et dans le présent qu'il ne suffisait pas de proclamer des cadres, mais de se donner les moyens vraiment de les appliquer en repensant leurs fondements.